invitation et je vous remercie de vous être connecté à cette conf call sur le fonds Ports en Parle France Opportunité, nommé aujourd'hui Ports en Parle Opportunité, sur l'année 2020. Donc, je reviens sur le changement de stratégie récent sur Ports en Parle France Opportunité et le changement de nom. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique du fonds, Ports en Parle France Opportunité était un fonds multicapitalisation avec un fort biais large cap et sur une zone géographique limitée à la France. Le changement a été demandé et effectué mi-décembre. Donc le fonds change de nom et devient Ports en Parle Opportunité. Quelle est la stratégie d'investissement? Pareil que Ports en Parle France Opportunité, c'est-à-dire que la sélection de valeurs se base sur l'analyse fondamentale, aidée pour cela par l'analyse Momentum BCAP et en plus de ça de l'analyse ESG. Mais l'univers d'investissement sera élargi en termes de zone géographique à tout l'espace économique européen. Donc la transformation a été effectuée mi-décembre. Donc je reviens à l'objet de cette call, c'est-à-dire le comportement du fonds et des marchés autour de l'année 2020. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a pris plusieurs dimensions selon les zones géographiques. Ceci dit, son influence sur les économies et sur les entreprises a été très forte. Pour mettre les choses en perspective, l'année 2019 a été marquée par la guerre commerciale qui commençait à se régler vers la fin de l'année et début d'année 2020. À ce moment-là, ça a auguré plutôt moins de risques pour l'année 2020. C'était sans compter par l'apparition d'un nouveau virus, coronavirus en début d'année, qui a complètement changé la donne. Donc, effectivement, on était peu à imaginer la possibilité d'émergence d'une crise sanitaire et même la possibilité et même la faisabilité de confiner les gens chez eux, de fermer les commerces, de fermer les bureaux. Cette solution de confinement, en fait, a été d'abord envisagée par l'État chinois pour résorber le virus dans la province de Wuhan et par la suite sur certaines régions chinoises. Cette solution de confinement a été par la suite envisagée en Europe d'abord par le gouvernement italien qui a connu la plus forte émergence du virus en Europe en début d'année, et ensuite envisagée également par des gouvernements européens, que ce soit l'Espagne et la France ou le Royaume-Uni, et ça s'est élargi à toute l'Europe et ensuite touché les États-Unis. Donc ça, c'était le temps fort de début d'année et même le temps fort de l'année 2020. C'est au moment où le gouvernement italien, notamment, a envisagé un confinement, qu'il y a eu cette prise de conscience de la part des investisseurs, et s'en est suivi une forte chute des marchés, quasiment unanime dans tous les marchés européens. Une chute inédite dans le sens où la chute a été... C'est pas vraiment l'ampleur de la baisse qui est vraiment inédite, mais surtout la vitesse de chute. En fait, si on prend l'exemple de l'ancien indice de référence du fonds Ports en Parle Opportunité, le CAC 40 ou CAC All Tradable dans la même ampleur a chuté de 36% en 19 séances seulement. Donc à ce moment-là, notre acte de gestion a été de tenir compte des confinements dans notre scénario d'investissement. Ce qui paraissait évident, c'est qu'il fallait faire le tri entre différents secteurs d'activité, parce que l'impact sera différent, et même si on regarde en profondeur les différentes politiques de confinement, c'était aussi des politiques sectorielles. Les mesures de fermeture concernaient certains secteurs et pas d'autres, certaines activités et pas d'autres. Pour en citer que cet effet-là. Donc notre acte de gestion, c'était de sortir totalement des secteurs pour lesquels on pensait que le risque a été très fort. Notre analyse sectorielle, en fait, vu que c'était des décisions de fermeture et d'activité décidées par le gouvernement et non pas émergées par une baisse de la demande ou une crise économique,
nous voyons trois grands cas de figure. Un premier cas de figure où là effectivement il y a une perte d'activité pendant le confinement, mais à la suite du déconfinement, ce niveau d'activité ne sera pas retrouvé avant plusieurs années. Un deuxième cas de figure où effectivement il y a une perte d'activité, mais qu'on pourrait retrouver assez rapidement aux suites de déconfinement, ou même rattraper ce qui n'a pas été fait pendant le confinement. Et enfin, un dernier cas de figure de sociétés très, très solides qui, malgré tout, réussissent à assurer un niveau d'activité proche ou légèrement inférieur à celui de 2019. Donc dans le premier cas de figure, la décision a été claire et tranchée, donc on a décidé de sortir totalement de ce type d'activité. Je citerai par exemple le secteur aéronautique. Un petit mot sur ce secteur-là. Quand on voit les précédentes crises du secteur aéronautique qui touchent les mouvements de personnes, que ce soit déplacements professionnels ou déplacements touristiques, le comportement dans les précédentes crises va faire sortir que la reprise en fait prend en général 2 à 3 ans pour retrouver un niveau de trafic précédent à la crise. D'autant plus que en fait on s'est rendu compte aussi pendant cette année que il y a eu des confinements, mais un déconfinement avec très peu de visibilité, pas d'homogénéité en termes de mesures sanitaires entre différents pays, la prédominance du télétravail et la limitation des déplacements professionnels. Donc ça nous a renforcé dans cette analyse-là. Donc à ce moment-là, on va faire des ventes totales sur le secteur-là, sur certaines valeurs que je citerai, pour exemple, Airbus, l'équipementier aéronautique, plutôt le constructeur aéronautique, autant pour moi, sans fournisseur Safran dans les équipements, ou encore Vinci dans les aéroports. Également, dans le secteur pétrolier, on va sortir, que ce soit Total, la majeure pétrolière, ou les équipementiers type Technip, FMC. Là aussi, en fait, la chute des déplacements, j'en ai parlé pour le secteur aéronautique, mais ça concerne aussi les déplacements routiers, plus une récession fait chuter fortement la demande en carburant dans un marché qui était au départ déjà pas très sain, avec une offre qui n'était pas adaptée à la demande. Et que aujourd'hui le cartel pétrolier a du mal à trouver une entente sur ce point. Donc voilà pour le secteur pétrolier. Je finirai sur le secteur bancaire et assurance. Sur le secteur des assurances, on a sorti des valeurs comme AXA, où là aussi on avait des doutes sur la stratégie et notamment sur la dernière acquisition effectuée aux États-Unis, qui était payée un peu trop cher pour la qualité de cet actif-là, et une stratégie qui n'est pas très claire et pas très bien accueillie par les investisseurs. Je finirai sur le secteur bancaire, où là on n'avait pas de doute stricto sensu sur les valeurs fondamentales des sociétés, mais plus côté macroéconomique. On sait tous que le gros épée de Damoclès sur le secteur, c'est la faiblesse des taux d'intérêt qui compriment les marges. Il y avait une petite inquiétude sur la dégradation du crédit, du portefeuille de crédit, mais là aussi les États qui ont bien appris des précédentes crises ont réagi assez fortement et assez rapidement pour soutenir la liquidité des entreprises. Je peux en prendre exemple en France, où il y a eu le prêt garanti par l'État, où là la demande a été massive et très bien accueillie par les banques. C'est plus le fait que en fait toute cette crise-là, ce que ça ramène comme plan de relance, ce que ça ramène comme besoin de liquidité, ça fortifie le scénario comme quoi les taux d'intérêt resteront très bas pour une durée très longue. Le secteur il frémit de temps à autre quand il y a un peu d'espoir sur la reprise des taux d'intérêt, mais tout de suite on est déçu par effectivement la situation bilancielle des États, et en plus de ça le fait que la Banque centrale ait demandé aux banques de réduire, même plutôt de suspendre le paiement de dividendes. Ça a aussi fragilisé, on va dire, l'attrait des investisseurs pour ce secteur-là.
Donc ces opérations, on les a fait très rapidement et ça a permis d'éviter des pertes substantielles par la suite parce que ça a continué de baisser jusqu'à début avril. Et ça a aussi permis de réduire le risque du portefeuille et on a augmenté à ce moment-là les liquidités sur le fonds. En face de ça, on a fait des achats au fil de l'eau sur des valeurs défensives, plus des valeurs que je considère être dans le premier groupe, dans le deuxième et le troisième groupe que j'ai cité auparavant, c'est-à-dire des valeurs qui vont pouvoir rebondir de manière forte à la suite du déconfinement. Ces valeurs, où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver dans le luxe, sur des valeurs comme Hermès ou LVMH. Là, on a été rassuré aussi sur les valeurs du luxe, c'est qu'on a eu un confinement en Chine et on a pu observer l'effet du confinement, des confinements sur la valeur du luxe, sachant que ça dépend des valeurs, mais parmi les premiers marchés de ce secteur-là, sur Hermès, dès qu'il y a eu des confinements, on a eu des énormes files d'attente derrière les boutiques Hermès, donc ça nous a aussi conforté et ça nous a effectivement ça a bien payé au cours de l'année 2020. Là aussi un secteur qui s'est bien comporté cette année, contrairement aux autres crises financières, crises économiques et financières par le passé, c'est le secteur des semi-conducteurs. Ça démontre une chose, ça démontre la force de la technologie aujourd'hui, une force qui est retrouvée par la transition digitale qu'on retrouve dans le sous-secteur d'activité. J'en citerai deux importantes aujourd'hui. La première, c'est la 5G qui commence à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Tous les équipements télécoms, tous les équipements type smartphone qui vont être conçus et revendus au cours de l'année. Et en plus de ça, tout ce qui est machine to machine, c'est-à-dire la connectivité des objets et des machines qui sera fortement facilitée par la 5G. Le deuxième effet qui est très fort là aussi, c'est le cloud. Le cloud, effectivement, là, donc l'utilisation des serveurs pour les différents services qui sont aujourd'hui qu'on ne retrouve plus dans nos PC personnels ou professionnels, mais qui sont délocalisés dans des clouds où nous on se connecte effectivement à des serveurs pour pouvoir faire fonctionner des outils, des applications. Ça aussi c'est une tendance très forte et ça augmente énormément la demande de composants et de technologies. Donc là aussi, on aura des performances positives sur l'année sur des valeurs comme ASML ou STM microélectronique. Et enfin, et en plus de ça, on va retrouver un peu de la consommation défensive. Là aussi, on est revenu sur Ubisoft, qui est un éditeur de jeux vidéo. Alors, la tendance était là déjà avant cette année. Il y a de plus en plus de consommation de jeux vidéo et de produits culturels digitalisés. Donc on est de plus en plus sur nos PC, à consommer des produits culturels à la demande. Je pense à par exemple Netflix ou la VOD, ou encore pour les jeux vidéo. Et là aussi la tendance était très forte avec une forte progression des usages et des consommations et des paniers moyens par joueur. Et en fait, il se trouve que en termes de back catalogue, c'est-à-dire tout le catalogue détenu par Ubisoft et qui a été lancé anciennement mais qui continue à être vendu, la demande a été extrêmement forte. La suite au confinement, les gens se sont retournés vers les loisirs qu'on peut faire à domicile, y compris les jeux vidéo. Donc de la consommation, j'ajouterai aussi L'Oréal. L'Oréal qui a très bien résisté vis-à-vis des crises précédentes. Donc L'Oréal, c'est un acteur qui vend des produits de beauté. Donc là aussi, il y a ce marché-là qui a bien résisté, mais il y a aussi le fait que L'Oréal, qui est une société de qualité, a déjà développé la partie digitale des ventes et a pu en partie on va dire remplacer tout ce qui a été perdu par les ventes physiques. Donc ça, en fait, c'est des arbitrages qui ont été faits autour de mars-avril. Donc ça, c'était par rapport
à ce qui s'est passé en termes d'annonce de confinement et la forte volatilité du marché et le manque de visibilité qu'on a eu à la suite de ça. Il y a eu un deuxième temps fort pendant l'année 2020 autour du mois de novembre. Je pense que tout le monde a suivi. Il y a eu l'annonce de résultats positifs sur plusieurs vaccins. Donc ça a donné une perspective au marché en termes de sortie de crise, même si on commence à s'en rendre compte, effectivement, le défi logistique, il est énorme. Je pense on n'a jamais eu par le passé des campagnes de vaccination aussi massives. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait quelques couacs en termes de production, de livraison, de logistique et de vaccination. Néanmoins, on y est quand même. Et le marché, en fait, il se positionne dans une situation où il regarde la sortie de crise, même si celle-ci pourrait prendre ou pourrait durer jusqu'au premier semestre ou même jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc on était obligé de prendre en compte cet état de fait. Et donc nous avons revu plusieurs cadres d'investissement au vu de ce nouveau élément de disposition du vaccin et possible sortie de crise, même si celle-ci pourra prendre encore quelques temps. Donc les valeurs sont revenues sur des valeurs essentiellement de qualité, toujours des sociétés de qualité avec un très bon management, avec un bilan solide et des perspectives de croissance structurelle. Là où on était totalement absent, c'est plus par rapport aux valeurs du tourisme. Là, effectivement, il y a une demande structurelle qui va revenir, on ne sait pas quand, au mieux au S2 2021 ou au plus tard autour du S1 2022. Néanmoins, on se projette par rapport à cette sortie de crise et on retrouve des sociétés avec des valorisations très attractives et des qualités intrinsèques. Alors je citerai dans le secteur du tourisme Elis, qui est une blanchisserie industrielle qui travaille avec les restaurants et les hôtels, avec un bilan très solide, une génération de cash flow assez importante. Donc aucun risque, le risque est très limité sur cette valeur-là, une valorisation très attractive. L'autre exemple, c'est ADP, qui est aéroport de Paris, qui gère l'aéroport de Paris, mais pas que, il y a plein d'aéroports à l'international. Donc là aussi, une valorisation très attractive. En face de ça, on a des actifs de grande qualité. Les aéroports, aujourd'hui, sont des positions dominantes avec très peu de concurrence. Et la perspective de retour du trafic aérien nous permet de redevenir plus positif sur ces valeurs-là. Voilà. Ou encore, dans le secteur aéronautique, nous sommes revenus sur Airbus et Safran que j'ai cités auparavant. Donc en conclusion, aujourd'hui, donc le fonds Portzamparc Opportunité est un fonds multicap européen. Donc on garde le même processus d'investissement, à savoir suivre les valeurs de qualité avec un management de qualité, une stratégie ambitieuse et des perspectives de croissance structurelle. Avec une analyse ESG très poussée, l'objectif c'est d'avoir des entreprises qui ont des très bons niveaux en termes environnemental, sociétal et de gouvernance. Et en plus de ça, nous suivons très fortement la situation des marchés et l'évolution du momentum. Donc pour l'année 2020, on a la perspective des vaccins qui va aider au rebond des économies et des activités au cours de l'année 2021. Donc en se basant sur ça, on a un portefeuille équilibré entre les valeurs défensives et cycliques. Nous sommes aujourd'hui massivement investis dans des tendances de croissance structurelle, donc que ce soit la consommation défensive en partant du luxe ou aux jeux vidéo. Dans l'industrie, on privilégie la tendance dans les transitions écologiques qui a été confortée aux États-Unis par la victoire des démocrates
ou en Europe par les différents plans de relance qui ont mis fortement l'accent sur ces thématiques-là. On a des valeurs comme Schneider ou Signify, ou encore nous tenons des positions fortes dans les énergies renouvelables avec des valeurs comme Albioma ou EDP Renovaves. La technologie, avec la très forte tendance de transition digitale, constitue une thématique qui est toujours aussi forte chez nous. Et pour cela, on va trouver des valeurs semi-conducteurs comme ASML ou STM semi-conducteurs. Voilà. Je vous remercie de vous être connecté à cette présentation et je vous souhaite une très bonne année. Au revoir.